L'innovation chez Fujitsu, ce n'est pas un concept, hein, c'est un investissement de 2,2 milliards de dollars par an. C'est le quotidien de 18 500 ingénieurs-chercheurs qui œuvrent à développer des nouvelles technologies, à être force de proposition auprès des business units et à déposer des brevets. Et donc, vous voyez sur le schéma qui est ici présent, on est juste en dessous de Google, mais juste au-dessus d'Apple. C'est pas si mal. Alors cet investissement, il est bien valorisé au Japon, il est un peu moins à l'international. D'où l'idée dont je vous parlais, en fait, de créer en septembre 2014 une nouvelle entité qui s'appelle Emerging Technology Solutions. Cette entité a pour vocation d'aider les différentes filiales internationales de Fujitsu à adopter ces nouvelles technologies. Et donc, on est un peu le trait d'union entre la recherche et le développement, les business units au Japon et les régions pour aborder avec vous la question de la transformation numérique. Donc, en quelques mots, l'Internet des objets, c'est l'extension de l'Internet au monde physique qui devient connecté. C'est la possibilité pour un objet d'être à la fois producteur de données, mais aussi consommateur de données, et de passer d'un mode à l'autre. L'Internet des objets pour le monde de l'entreprise, c'est la possibilité ces nouvelles perspectives, hein, en reliant en fait les personnes, en reliant les process, en reliant les équipements de vos entreprises. Ces données vont vous permettre de gagner en efficacité, vont vous permettre de générer de nouveaux revenus. Et c'est aussi une nouvelle forme de concurrence qui vient des acteurs de l'Internet, qui vont venir challenger vos business models, qui sont très dynamiques. En 2 mots, RunMyProcess, c'est une plateforme cloud qui a l'ambition d'aider les entreprises à supprimer les barrières à leur digitalisation. Donc le web a disrupté ou a cassé des chaînes de valeur qu'on croyait très très établies, avec 1 milliard de sites web aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le potentiel de changement d'absolument toutes les industries de l'Internet des objets, dont on dit que ça va déployer 50 milliards d'objets, 50 fois plus en 2020 qu'il n'y a de sites web aujourd'hui? On peut le prendre dans tous les sens, mais je pense qu'à peu près aucun secteur, aucun industriel, aucune entreprise ne peut se passer de se poser la question extrêmement sérieusement de comment est-ce que ça va changer comment ça va changer ma vie, comment ça va changer mon modèle, comment ça va peut-être me tuer. En tout cas, c'est la question qu'on s'est posée. Pour pouvoir gérer 50 milliards d'objets, c'est-à-dire des volumes absolument considérables, on ne peut plus s'intéresser à l'objet individuellement. On est obligé de s'intéresser à des grandes familles d'objets qui sont extrêmement adaptables et où chaque objet va appartenir à plusieurs familles. Donc on est en fait dans un espèce de grand Lego à plusieurs dimensions. Et il faut pouvoir appliquer des modèles de gestion, des process métiers, etc., qui sont transverses à mes objets, transverses à mes méta-objets, qui sont des objets un peu virtuels. Il faut pouvoir gérer ces objets virtuels de la même façon qu'on gère les objets physiques. Et puis finalement, quand vous faites par exemple une opération de maintenance sur des capteurs, il faut pouvoir gérer vos objets physiques de la même façon que vous gérez vos logiciels, parce qu'après tout, un objet qui fournit de la data, c'est jamais qu'un logiciel comme un autre, et un logiciel vu d'un objet, c'est jamais qu'un fournisseur de data, donc c'est jamais qu'un objet comme un autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce d'ubiquité. Si on veut vraiment pouvoir gérer en masse 50 milliards d'objets dans l'Internet des objets, il faut supprimer toutes les barrières, toutes les différences entre les différents composants, les différents fournisseurs de data. Et ça, pour le faire, on est obligé de remonter à un niveau logiciel, d'avoir une modélisation qui est assez abstraite et de pouvoir appliquer des process souples, agiles, donc avec des plateformes qui fournissent des environnements de développement adaptés à cette agilité sur l'ensemble des groupements d'objets, des méta-objets qu'on va fournir. C'est très important d'être capable de tracer la ligne. Alors on la trace forcément de manière mouvante, on la trace en évoluant dans le temps, mais de tracer la ligne entre ce qu'est l'IT traditionnel, qui a une vitesse qu'on pourrait qualifier une vitesse de l'âge industriel en quelque sorte,
Voilà, avec des projets qui sont longs, parce qu'il y a des habitudes, il y a de l'existant, parce que c'est la vie. Et puis, il y a, quand on veut se confronter au monde qui est en train d'émerger, plus qu'émerger, qui est celui, un monde totalement, enfin, où toutes les industries sont digitalisées, sont numérisées plutôt, pour ne pas faire d'anglicisme, où on voit apparaître l'Internet des objets, toutes les options mobiles, les solutions cloud, etc. Là, on arrive dans un monde où la vitesse n'est pas du tout la même, où les acteurs naissent extrêmement rapidement, où des boîtes comme Snapchat valent en un an, 18 mois, 1 milliard de dollars. Donc on est dans un monde qui va extrêmement vite quand on tombe dans le monde numérique. Ce monde numérique attaque la totalité des industries. Et donc c'est la totalité des industries et la totalité des DSI qui doivent, s'ils veulent permettre à leur vie, à leur entreprise de survivre et de s'adapter à ce monde, qui doivent intégrer cette notion de vitesse de l'âge numérique avec les outils qui vont bien. Et voilà.